Toutes nos excuses pour ces désagréments techniques, mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu de ce mardi 7 mars 2023. L'actualité reste dominée par le cessez-le-feu annoncé par le rebelle M23 depuis cet après-midi, mais à la dernière minute, un communiqué de FARDC vient de nous parvenir et ce communiqué stipule que les rebelles M23 qui, en dépit de leur annonce du cessez-le-feu, viennent de nouveau de s'attaquer à une position des FARDC. Alors on se demande à quoi a servi cette annonce. Entre-temps, les mêmes rebelles exigent un dialogue avec les autorités congolaises. Pour quelle fin? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa depuis quelques semaines. Et l'opération va se poursuivre ce jeudi pour s'attaquer cette fois aux nuisances sonores. Alors la grande question reste à savoir qu'est-ce que cette opération a déjà apporté comme solution. Est-ce qu'on peut évaluer à ce jour cette opération au niveau de l'Assemblée provinciale? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et on va aussi faire le point sur le processus électoral qui se poursuit encore en dépit des déclarations des partis politiques qui mettent en garde l'actuel bureau de la CENI contre un glissement. Alors pourquoi cette annonce? Pourquoi cette alerte? On va essayer d'en parler au cours de cette émission avec, sur ce plateau, Maître Gauthier Sopambou. Il est de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, le parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Bonsoir et bienvenue, Maître. Bonsoir, très cher invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont prendre l'état de suivre ce soir. Je voudrais saluer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est battu nuit et jour pour que la paix revienne à la partie Est. Je salue également mon autorité morale, Jantini Ngobila Mbaka, ainsi que tous les ACP, ACPiens qui vont prendre l'état de nous suivre ce matin, ça fait ce soir. Merci pour votre invitation. Comment allez-vous? Très bien, Dieu fait grâce, comme vous me voyez, mais nos pensées vont tout droit à la partie Est, où le chef d'État s'est battu nuit et jour pour que la paix revienne, parce que nous ne pouvons pas, lorsque la main gauche souffre, que la main droite s'y réjouisse. Donc nous sommes de cœur avec nos amis de la partie Est, qui trouvent cet après-midi notre solidarité, parce que nous sommes avec eux. Nous croyons que, très bien, tôt ou tard, la paix reviendra. Comment se porte votre parti politique, Alliance des Congolais progressistes? Merci beaucoup. Notre parti, Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, se porte bien. D'ailleurs, nous avons participé massivement tous en l'enrôlement, et tous les hauts cadres et cadres se sont enrôlés massivement. Et notre autorité morale également, Jantini Ngobila Mbaka, s'est enrôlée avant la clôture de ces opérations. Et nous croyons également qu'en 2023, nous allons apporter notre soutien indéfectible au chef de l'État pour qu'il soit réélu au deuxième mandat. Mais les partis se portent très bien. Tous les cadres et hauts cadres, le militant se portent dans le bien. Pour certains, votre parti politique n'a pas de militants. C'est un parti qui a été créé sur fond des intimidations, sur fond des menaces. L'ACP ou Jantini Ngobila aurait contraint certains fonctionnaires de l'État, certains agents qui sont placés sous sa responsabilité au niveau de l'administration de la ville à adhérer dans son parti. Question de gonfler un peu son effectif. Que répondez-vous à ceux qui réfléchissent ainsi? Je voulais déjà d'entrée de jeu dire toutes ces allégations sont des allégations très très fausses. Okay. Parce que dans un parti politique, les gens adhèrent librement et les gens quittent librement. Il n'y a eu aucune contrainte pour que les gens viennent s'adhérer. Moi personnellement, Maître Gauthier Sopambou, je suis venu adhérer au sein de l'ACP, accompagné également des camarades de Cascasson Moujigal, où nous avons mené toutes nos bases pour que nous puissions soutenir notre parti ACP, notre autorité morale ainsi que les présidents de la République. Tous ces murmures-là, nous entendons ça, ce sont des faussetés. L'ACP c'était parti de masse. Aujourd'hui, nous enregistrons plus de 6 millions d'adhérents. Et les gens qui veulent avoir les informations, comment l'ACP fonctionne, ils peuvent partir au siège pour voir toutes les informations. Donc nous sommes là, les gens adhèrent librement et nous enregistrons des masses énormes. Dans toutes les provinces de la ville de la République du Congo, l'ACP est valablement représentée. Donc, c'est un parti aujourd'hui, parti des valeurs, parti aujourd'hui qui s'aligne derrière le chef de l'État pour que le chef de l'État soit réellement élu avec une majorité confortable. Donc, toutes ces fausses allégations-là, nous n'avons contré personne, nous avons des militants effectifs identifiables et nous ne pouvons pas gonfler
un effectif que nous n'avons pas la maîtrise de gérer. Donc la CP se porte très bien. Gentini Ngobila, c'est l'homme ou le canal par lequel l'échec de Félix Tshisekedi dans la ville de Kinshasa passera, selon certains analystes. Il a lancé des opérations qui jouent en défaveur du président de la République. Et ces opérations sont nombreuses. On parle de la destruction du grand marché de Kinshasa. On parle de l'opération coup de poing menée actuellement, plusieurs opérations, la ville n'est pas suffisamment éclairée, la ville est très sale, il ne fait pas beau vivre à Kinshasa. Et Gentini Ngobila va endosser cette responsabilité pour certains analystes de l'échec du président de la République dans la ville de Kinshasa. Qu'en dites-vous? Je voudrais déjà d'entrée de jeu, très cher Hervé, les gens doivent savoir que nous sommes dans une ville de Kinshasa. C'est une ville miroir de la République démocratique du Congo. Les sièges des institutions. Les sièges des institutions. Nous ne pouvons pas comprendre là où les institutions siègent que la ville soit sale. Et ce n'est pas le cas? Nous connaissons, j'arrive, nous connaissons certains détracteurs de mauvaise foi qui ne veulent pas Gentini Ngobila. C'est des faits réels, palpables d'ailleurs. Vous allez voir qu'il y a des détracteurs qui ne veulent pas que Gentini Ngobila travaille pour l'intérêt du chef de l'État, travaille pour les Kinois. Qui empêche Ngobila de travailler correctement? Je vous donne un cas. Aujourd'hui, quand vous allez si Victoire, direction Oshui, vous voyez quelqu'un qui a son bistrot construit et met la fosse septique dans les caniveaux. Lorsque la pluie arrive, la conséquence logique, c'est les inondations. Et c'est les Kinois qui en pâtissent chaque jour. Quelqu'un pareil, Gentini Ngobila, qui prend le courage de dire non, je dois remettre la vie de Kinshasa, pardon, comme ça a été à l'époque. Quelqu'un pareil peut travailler à la compte du chef d'État? Je ne pense pas. Parce que les gens disent nous sommes pendant les périodes électorales, l'année électorale, pardon. Mais nous n'allons pas permettre que si nous sommes pendant l'année électorale, que la ville soit ingérable. Nous sommes d'ailleurs, il faut d'abord saluer Gentini Ngobila par rapport à cette opération de coup de poing, qui est en train de faire un effort pour que la ville reprenne sa beauté. Et vous n'allez pas me contredire. Aujourd'hui, vous partez sur Willery. Les gens construisaient anarchiquement. Les gens ont bouché les caniveaux. Aujourd'hui, quand même, certains efforts sont significatifs pour que la vie de Kinshasa soit dans la propriété. Mais n'en déplaise certains détracteurs, comme je le dis, qui sont là seulement pour chercher comment nuire à l'autorité morale de Gentini Ngobila, mais lui, il reste serein, travaille derrière la vision du chef de l'État, travaille pour servir les Kinois. Je pense que nous n'allons pas permettre à ces détracteurs de continuer ces mensonges. Et ce qui concerne le marché central, qu'on appelle communément Zandu. Je pense que vous avez suivi l'autorité morale Gentini Ngobila lors de son intervention à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a promis qu'après échange avec les techniciens qui construisent le marché central, que le 23 novembre, ce marché sera inauguré. Attendez, un marché qui a été cassé ou détruit en 2020 avec comme promesse que le marché sera réhabilité, c'était pour 6 mois je crois. Maximum une année, mais aujourd'hui nous sommes à 3 ans. Rien n'est fait sur terrain. Non, c'est qu'il faut comprendre. Vous n'avez même pas pitié de ces pères de famille, c'est-à-dire que de ces dames qui nourrissaient leur famille grâce à ces marchés. Mais ce que Ngobila fait pour la construction de ces marchés, c'est pour l'intérêt. Qu'est-ce qui est fait sur terrain? Allez-y vérifier. C'était d'avoir un travail de sous-sol qui ont coûté beaucoup de temps. Et aujourd'hui, ce travail de sous-sol est en train de finir pour qu'on commence directement à faire remonter le marché central. Moi, je crois, comme les techniciens qui construisent ces marchés ont affirmé que le 23 novembre sera inauguré, que nos mamans, que les Kinoises et les Kinois prennent leur mal à patience parce que le marché sera à leur disposition. Moi, j'ai vu les maquettes. Les maquettes, c'est ce qui annonce la construction réelle du marché. Vous allez voir que c'est un marché qui va contenir beaucoup d'étalages ou de tables et beaucoup il y a aussi les 2 dispensaires qui seront construits à l'intérieur pour l'intérêt des Kinois. Moi, je pense que nous donnons le temps au temps, que le 23 novembre, ce marché sera inauguré pour l'intérêt des Kinoises et Kinois. Alors, il faut signaler ici que cette date du 23 novembre a été annoncée après la pression de l'inspection générale des finances, parce que Ngobila n'avait pratiquement plus l'idée de penser au grand marché de Kinshasa. Non, dire que Ngobila n'avait plus l'idée de penser au grand marché de Kinshasa, je ne peux pas accepter ça. C'est-à-dire que le gouvernement de la ville de Kinshasa, pourtant c'est le cas. Le gouvernement de la ville de Kinshasa travaille pour servir les Kinois, travaille pour servir le président de la République. Il en avait déjà dans sa tête que le marché sera construit comme
a été négocié avec les gens qui construisent. Mais vous n'allez pas me contredire que le travail de faisabilité... Mais on est passé de 12 mois à... Le travail de faisabilité... Après les 30 mois aujourd'hui. Les techniciens qui ont l'amabilité de construire ces marchés ont démontré quelques petites difficultés internes. Et quand même aujourd'hui, ils ont des quand même... difficultés d'ordre logistique, financier ou comment? Non, vous comprenez, quand on veut construire les marchés centraux, les marchés centrales, vous avez peut-être le travail de sous-sol. Il faut mettre peut-être 1500 pylons. Alors peut-être dans leur esprit, il y avait des pylons un peu trop diminués par rapport à ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Mais c'est quoi que là a été résolu. Et je pense que ça sera... En fonction de quoi cette entreprise avait fait savoir que les travaux prendront 12 mois, sachant qu'il y avait des difficultés. Est-ce qu'on peut dire que c'est le gouverneur qui n'a pas été suffisamment informé ou c'est des gens que vous avez ramassés, je ne sais où, qui n'ont pas l'expertise? Non. Pour construire les marchés, il y avait l'appel d'offres. Il y a une société, Sogema, qui avait pris ces marchés, qui a confirmé au gouverneur de la ville que ces marchés seraient construits d'une manière moderne et que le côté des villes a mis tous les moyens. Même d'ailleurs, quand on a appelé les techniciens, là, les gens qui construisent les marchés centrales, au niveau de l'IGF, ils ont donné cette date-là parce que pour l'hôtel de ville, on attend qu'on nous donne les marchés comme a été convenu. Donc pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui n'a pas de problème. Il attend que les techniciens finissent leur travail pour que les marchés soient finis et puis servir les peuples qui nous. Quelle est la vision qui pilote aujourd'hui les actions de Gentini Ngobila? Parce que moi je vais vous rafraîchir la mémoire. Lorsque Nerombo n'était plus en odeur de sainteté avec le gouverneur, il avait dit clairement que Gentini Ngobila n'a aucune vision de la ville de Kinshasa. Son programme, il n'a aucun programme. Il n'a pratiquement rien qui conduit ses actions. Les conseils des ministres ne se tiennent pratiquement jamais. L'Assemblée provinciale ne sait même pas par où il sort tous ces projets. Selon vous qui êtes proche du gouverneur, dites-nous quelle est la vision qui conduit à ces jours les actions du gouverneur? Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, bon, je ne vais pas entrer dans la polémique. Non, ce n'est pas la polémique. Cette polémique qui a tourné autour de l'ex-vice-gouverneur Nerombung et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais déjà pour voir que c'était des mensonges et des faussetés, le vice-gouverneur qui est arrivé, Jekoko Moulumba, travaille ensemble dans une même synergie avec le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Donc, même les débats qui a tourné autour du fait que si le gouverneur de la ville n'est pas à Kinshasa, il ne laisse pas les pouvoirs à son adjoint. Mais aujourd'hui, quand le gouverneur Gentini n'est pas là, le vice-gouverneur Jekoko Moulumba travaille dans... Ce n'est pas une question des présenteurs politiques. Non, c'est pour dire que... Disons, Jekoko est de l'UDPS et le parti présidentiel, peut-être c'est... Non, je pense... Au nom de son appartenance au en parti voyant le gouverneur de la ville de Kinshasa, réserve aujourd'hui le gouverneur de la ville de certains actes. Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, c'est quelqu'un qui ne met pas ses intérêts personnels dans la gestion de la ville. Il travaille pour les Kinois, il travaille pour le chef de l'État. Donc, il n'y a pas question de pesanteur. Mais la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, moi je pense que lorsque le gouverneur de la ville de Kinshasa est arrivé au pouvoir, quand il a été élu par les députés provinciaux, il a mis un projet phare. Ce projet on appelle Kinbopeto. À l'intérieur de ce projet, c'est un projet qui dégage beaucoup de domaines intérieurs. Nous avons l'éclairage public, nous avons l'assainissement de la ville de Kinshasa, l'embellissement, ainsi de suite. Voilà pourquoi dans ces grands projets-là, Kinbopeto, on ne pourra pas laisser les gens construisent sur les emprises publiques. Pour assainir la ville de Kinshasa aujourd'hui, il faut que ces espaces-là, qui ne sont pas habilités à être construits, soient mis à propre par la ville de Kinshasa. Pour que cet espace-là soit mis au propre, il faudra que les gens qui ont construit ces emprises publiques dégagent. Là, je me sens dans l'obligation de vous couper la parole. Vous estimez que l'opération coup de poing ou la démolition des constructions anarchiques faisait partie du projet Kinbopeto, alors que nous savons tous que c'est une décision qui émane du gouvernement central après la pluie qui s'est abattue, je crois, le 13 décembre et qui a occasionné la mort de plus de 130 personnes. Ce n'était pas quelque chose qui venait de Ngobila. Non. C'est l'ordre qu'il a reçu du gouvernement central. Non, peut-être c'est une coïncidence. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le gouverneur de Gentini Ngobila Mbaka est venu avec l'opération faite, avec le grand projet Kinbopeto, ça englobait presque tout. Nous disons qu'à l'intérieur de Kinbopeto, il y a l'embellissement, l'assainissement et autres domaines. Lorsque les gens construisent sur les emprises publiques, le gouverneur de la ville de Kinshasa ne peut que venir casser. Kinbopeto a déjà embelli quelle partie de Kinshasa? Mais venez sur boulevard ici. Qu'est-ce qui a été fait? Allez à limiter. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a l'éclairage public partout. Les mamans qui sont en train de balayer, les zones de choses sont en train de balayer. Et aujourd'hui, ce qui est différent même de la gestion passée, c'est chaque jour qu'on est en train d'enlever les immondices partout.
Nous avons sur poids lourd, il y avait des déchets énormes dans ce coin-là. Je ne sais pas si vous souvenez. Aujourd'hui, c'est enlevé. Il faut saluer le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça vous arrive Et la dame ministre, la dame commissaire générale, Sabina Kabamba. Est-ce que vous êtes fier quand vous partez au bureau du gouverneur de constater que devant son propre bureau, quand il pleut, le gouverneur ne peut pas avoir accès? Ça vous arrange? Ça vous arrange de constater ces immondices qui se trouvent devant son propre bureau? Il ne faut pas confondre le fonctionnement de l'État, parce qu'il y a des routes qui n'appartiennent qu'au gouvernement central. Donc le gouverneur, pour arranger ou embellir, non, mais il doit être dans sa compétence. L'avenir qui se passe devant son propre bureau, il doit attendre le gouvernement central. On ne peut pas se réveiller un petit matin, vous dites que c'est un comme ça, vous arrangez une route. Non. Il y a des compétences exclusives qui appartiennent au gouvernement central, des compétences exclusives qui appartiennent aussi au gouvernement provincial. Si la route là entre dans la compétence du gouvernement provincial, le gouverneur de la ville ne peut qu'arranger ça. L'avenue colonel Ebea n'est pas dans les prérogatives Vérifiez si c'est dans les prérogatives du gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Elengesa est construit. Je crois qu'aujourd'hui, Kikwit est d'être construit. Je pense que nous devons saluer le gouvernement de la ville de Kinshasa. Vous savez qu'il y avait aussi cette rétrocession de 2 millions de dollars qui venaient pour l'assainissement. Ça fait aujourd'hui près de 7 mois où le gouvernement de la ville de Kinshasa ne presse pas. Le peu de moyens qu'il a comme des générateurs de ressources, il est en train de mettre ça pour le service de la ville de Kinshasa. Quand ces 2 millions venaient ou arrivaient chez le gouverneur, qu'est-ce que vous en avez fait? Non, mais c'est ça. Entre dans le circuit normal et puis on donne nos ONG qui sont habilités à balayer et à assainir la ville de Kinshasa, qui sont bien répertoriés. Et surtout que le gouvernement de la ville de Kinshasa, pour besoin de la clarté, lorsque l'argent là de 2 millions de dollars venait entrer dans l'hôtel de ville, pour que le gouverneur paye, il appelait les inspecteurs généraux des finances. C'est-à-dire que les inspecteurs de l'UGF venaient pour besoin de clarté. Est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans, je crois, à la tête de la ville de Kinshasa, êtes-vous fier de la gouvernance de Gentini Ngobila? Vous vantez ici l'opération Kinbopeto qui avait pour mission d'assainir la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Kinshasa est assaini? Regardez tout ce qu'on constate comme immondice, comme saleté, comme insalubrité. D'ailleurs, si vous passez aujourd'hui, je crois que c'est vers Upen, il y a un arrêt qu'on appelle actuellement arrêt full, où ça sent mauvais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de l'état dans lequel se trouve la ville de Kinshasa? Merci beaucoup. Je voudrais profiter parce que j'ai voulu oublier une chose avant d'entrer dans votre question. Déjà, nous les communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, nous sommes en train déjà de préparer une grande conférence où nous allons vous inviter, je pense que vous serez là, pour que nous présentons aux Kinoises le réalisation du gouverneur Jean-Tigo Bilambaka. Donc nous sommes en train de se préparer les communicateurs pour que nous puissions rendre public les réalisations du gouvernement de la ville de Kinshasa, parce que nous croyons que dans les 4 ans qu'il a eu à la tête de la ville de Kinshasa, il a quand même fait quelque chose. Parce que s'il faut comparer les bilans des 12 ans du gouverneur de la ville qui était à l'époque, avec Jean-Nico Bilambaka, il n'y a pas match. Donc nous devons quand même saluer du fait que dans les fonds propres de la ville de Kinshasa, on a construit l'Engesa, des fonds propres de la ville de Kinshasa, on a en train de construire Kikwit, et avec la stratégie d'évacuation d'immondices chaque jour, avec la création de la société Kitoko qui traite les bouteilles en plastique, dans le souci toujours de mettre la ville de Kinshasa très propre. Alors, selon certaines indiscrétions, les ministres provinciaux accuseraient, j'utilise les conditionnels, jusqu'à 25 mois d'arriérés de salaire aujourd'hui. Et c'est Gentini Ngobila qui est pointé du doigt comme responsable de cette situation. D'ailleurs, c'est 3 ministres qui ont déjà quitté son gouvernement. À ce jour, est-ce qu'on peut considérer Gentini Ngobila comme une référence en matière de gestion? Je vous dis totalement oui, parce que c'est un grand manager à la tête de la ville de Kinshasa. Il a managé déjà quoi? Mais je vous dis, je vous ai cité en passant quelques réalisations qu'il a déjà fait. Donc, je viens à peine d'apprendre que le ministre provincial Kizere, nous sommes dans les conditionnels, 25 mois impayés, je ne sais pas, parce que je ne travaille pas à l'hôtel de ville. Et vous êtes proche du gouverneur? Bien sûr, mais je ne sais pas que ce sont les arriérés de 25 mois, mais j'en doute. Si c'était le cas, je pense que je vais d'abord aller m'acquérir de la situation, si réellement, mais comme c'est les conditionnels, on ne sait pas affirmer. Ok. Alors vous menez aujourd'hui, bon, peut-être vous êtes cadre de l'ACP, les gouverneurs aujourd'hui pilotent l'opération coup de poing qui consiste à détruire là où les gens avaient construit de manière anarchique. Est-ce que le but de cette opération, c'était
de combattre les phénomènes inondation ou cette opération, cette opération avait pour objectif d'assainir la ville, comme vous le dites? Merci beaucoup. Déjà, il faut comprendre que cette opération coup de poing est faite sur base d'une loi. Cette loi, toutes les lois de l'Assemblée provinciale, on appelle ça les édits. Il y a un édit numéro 003/2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement ainsi qu'à la protection de l'environnement. En réalité, le gouvernement de la ville de Kinshasa, lorsqu'il lance l'opération coup de poing avec la commissaire générale en charge de l'environnement et protection de la ville de Kinshasa, aménagement de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire qu'il se conforme par rapport à une loi. Cette loi parle ici de l'assainissement et la protection de l'environnement. C'est-à-dire, pour dire, l'opération coup de poing vient pour assainir la ville de Kinshasa et puis protéger l'environnement, parce que lorsqu'on construit ici les emprises publiques, conséquence logique lorsque la pluie arrive, c'est la destruction des autres maisons et c'est la mort qui arrive. Donc, cette opération de coup de poing vient juste se renforcer. Ça se passe conformément à l'édit de 2013. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que cette opération a apporté la solution face au phénomène inondation? Parce qu'après avoir lancé cette opération, on constate que la ville de Kinshasa est toujours inondée. Rien n'a changé. Exactement. C'est une opération qui entre dans un cadre de processus. Moi, je pense que comme du fait que le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas encore fini cette opération, nous savons peut-être, après avoir détruit les constructions anarchiques, libérer les emprises publiques, il y aura un service qui va entrer ici, l'embellissement et l'assainissement normal de la ville de Kinshasa. Comme quand vous arrivez à Lemba Super, là où on avait construit le shop Vodacom, oui, c'est cassé. C'est cassé. On est en train maintenant d'embellir pour voir comment créer, mettre un parc, quelque chose de pareil, pour la beauté de la ville de Kinshasa. Donc, cette opération de coup de poing qui permet d'assainir et puis protéger l'environnement, quand ça va terminer, je pense que le gouvernement de la ville de Kinshasa va entrer dans une sorte d'embellissement pour que la ville de Kinshasa revienne comme nous savons à l'époque. Très bien, on va parler de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Vous avez suivi comme moi les communiqués des rebelles M23 qui ont annoncé le cessez-le-feu depuis cet après-midi. Mais à la dernière minute, nous apprenons, selon un autre communiqué des FRDC, que les mêmes rebelles se sont attaqués aux positions de notre armée. Est-ce qu'on peut dire que les rebelles jouent un jeu qui est franc? Merci beaucoup. Ce qu'il faut dire ici, le chef de l'État, dans le cadre de la diplomatie agissante, a mis en œuvre un certain système lié à la diplomatie. Et sans oublier la rencontre entre le chef de l'État et le président Macron a démontré beaucoup de choses. Parce qu'à la fin, le chef de l'État a dit, nous restons trop vigilants par rapport à tout ce que le président Macron a déclaré, et il nous a dit même aujourd'hui mardi qu'il y aura, on doit avoir nécessairement le cessez-le-feu. Ce qui a été annoncé par les rebelles. Et ce qui a été même le communiqué officiel du M23. Mais nous ne comprenons pas pourquoi du fait qu'il signe à 12h le cessez-le-feu, entre encore en guerre avec les forces à 16h30 aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pour dire que nous donnons chance à la diplomatie du chef de l'État et à la paix. Parce que le cadre idéal qui a été mis en place au niveau de Nairobi et l'Angola, c'était avec comme principal objectif, c'est le cessez-le-feu. Mais lorsque le M23 persiste dans ces balivernes chaque jour, nous ne comprenons pas également pourquoi la communauté internationale n'intervient pas. Alors que la France était à Kinshasa, le président Macron, la France, qui a un droit de veto au Conseil de sécurité, devait maintenant mettre la sanction. Parce que nous avons dit, le chef d'État dit clairement, le M23, c'est un mouvement terroriste déguisé au Rwandais. C'est pour dire que le M23, qui est financé par le Rwanda, et le président Macron l'avait même affirmé pour dire que on va pousser le président Kagame à respecter tout ce qui a été retenu au niveau de Nairobi et l'Angola. Le contraire, il sera soumis aux sanctions. Donc, si le M23 continue
à déranger la partie Est. Donc il faut que la France également intervienne comme il a intervenu dans la guerre Russie-Ukraine pour sanctionner M. Kagame. Luanda, Nairobi, Addis Abeba, pardon, dans tous ces sommets, des résolutions ont été prises pour contraindre les M23 à cesser les feux, mais les M23, visiblement, ne veulent pas s'exécuter. Est-ce qu'on doit aujourd'hui continuer à privilégier la piste diplomatique, comme l'a souhaité d'ailleurs les présidents français, ou vous estimez que les Congo ou Kinshasa doit passer cette fois à la vitesse supérieure et de procéder peut-être à la force? Vous savez, j'ai aimé ce que le président Félix avait dit lors de ses points de presse. Il dit, on peut déclarer la guerre, mais on connaît le jour où la guerre commence, mais on ne connaît pas le jour où la guerre va finir. Le président Macron a renchéri pour dire, nous donnons encore la chance à la paix, parce que nous ne pouvons pas déclarer la guerre dans la précipitation. Mais ce qui nous étonne, il y a eu plusieurs résolutions, Nairobi, Angola et autres, mais le M23, qui est soutenu par le Rwanda, n'exécute aucune résolution. Maintenant, la communauté internationale, le président français, qui a aussi une voix à porter au Conseil de sécurité, devait maintenant agir pour mettre la sanction au Rwanda, régime de Kigali, et puis la sanction bien sûr, également mettre l'embargo pour que les Rwandais n'aient pas la capacité d'acheter les armes. La position de la France a été claire, vous avez suivi Macron, oui, qui a ouvertement refusé de condamner le Rwanda. Est-ce qu'on doit encore compter sur la France pour que le Rwanda soit condamné? Non, mais le président Macron, frappé par des... Le président Macron n'a pas dit ça. Sanctions. Le président Macron a dit... Non, mais il a refusé catégoriquement. Il a privilégié ou il a poussé même Kinshasa à revenir encore sur la table des négociations avec les rebelles. Non, rien n'empêche que le dialogue est permanent entre les États. Mais ici, c'est qu'il faut saluer le président Macron également à rappeler que ce qu'il a dit, nous allons faire en sorte que le Rwanda respecte toutes les résolutions de prises. Le contraire, il sera soumis aux sanctions. En réalité, le président Macron veut dire que c'est le Rwanda qui finance les M23. Mais en termes diplomatiques, il ne peut pas le dire à haute voix comme le président Pic le dit. Donc pour nous, nous croyons qu'on donne encore la chance au processus de paix entre les États et que la communauté internationale également intervienne pour que ces atrocités finissent. Parce que lorsque nous sommes menacés, en tant que nous sommes encore dans la procédure d'enrôlement des électeurs et d'identification, cette agression-là risquerait même d'empêcher le processus électoral. Vous donnez la chance au processus de paix, vous privilégiez la piste diplomatique. Entre-temps, c'est des vies humaines qui sont parties, c'est des enfants qui restent orphelins, c'est des enfants qui ne savent même plus à quoi sera fait demain leur avenir. Est-ce qu'on doit continuer encore à faire confiance au Rwanda, à l'EAC, au M23, qui foulent au pied pratiquement toutes les résolutions? Exactement, mais moi je pense que nous ne pouvons pas aller dans la précipitation comme je l'ai dit tantôt, mais ce qu'il faut dire ici, cette agression a causé beaucoup de millions de morts, largement même au-delà du bilan de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la RDC est victime de ses propres richesses et une agression systématique aux yeux et aux vies de tous. Mais le président Macron, vous avez intervenu à la guerre Ukraine-Russie pour sanctionner et protéger clairement les intérêts ukrainiens. Mais parce qu'entre la RDC et la France, nous avons de très belles relations diplomatiques, je pense qu'il sera mieux que le président français intervienne. Mais moi, je pense, comme le président avait dit, on donne la chance à la diplomatie pour que la paix revienne. Mais si cette étape de la diplomatie n'a pas abouti, bon, qu'il reste, nous prions pour que ça aboutisse à un résultat positif à l'intérêt du peuple congolais. Et le chef de l'État avait déjà dit lors du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies que la patience a aussi une limite. Donc, le chef d'État qui sait lui-même dans les stratégies diplomatiques, c'est qu'on va aller comme décision pour protéger le peuple congolais. Est-ce que ce n'est pas naïf de notre part de croire encore ou de faire confiance en la communauté internationale s'il faut aujourd'hui faire une étude comparative entre la manière dont la question de l'Ukraine est traitée et la façon dont la même question de l'agression
rwandaise contre la RDC est traitée. Vous ne voyez-vous pas que nous sommes trop naïfs, nous Congolais, de faire encore confiance à la communauté dite internationale? Non, voilà pourquoi moi j'ai dit ceci. À un moment, ça que le chef d'État avait dit, ces silences coupables de la communauté internationale risqueraient de nous faire croire que le régime de Kagame, le M23, défie le monde entier. Parce que nous croyons encore, les chefs d'État croient encore à la communauté internationale. Les chefs d'État croient encore à une solution diplomatique entre États, mais qu'un mouvement terroriste M23 continue et persiste dans cette aventure qui, du reste, amène beaucoup de pertes de vies humaines des Congolais. Je pense que le chef d'État sera à mesure de prendre d'autres dispositions parce que le silence de la communauté internationale risquerait de nous faire croire qu'elle est complice aussi. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit une chose. Comme le président Macron avait dit non à la balkanisation de la République du Congo, n'est pas considérer la RDC comme un butin de guerre. C'est pour dire en d'autres termes que tous ces mecs qui se trouvent derrière les M23 pour venir piller la RDC doivent cesser. Et moi je crois, avec la stratégie diplomatique du chef de l'État, nous allons toujours trouver la solution. Mais rien n'empêche que les infractions qui ont été commises par les M23 derrière Kagame, ce sont des infractions imprescriptibles. Donc, tôt ou tard, nous allons revenir pour revendiquer et pour que les sanctions soient sévères à l'égard du Rwanda. Parce que ce sont des infractions qui sont imprescriptibles. Mais que faisons-nous déjà en interne pour obtenir ces sanctions contre le Rwanda? Est-ce que nous ne sommes pas aussi trop distraits? Non, nous ne sommes pas distraits. Parce que nous sommes pays membres de plusieurs organismes régionaux et autres. Mais lorsque ces organismes-là nous soumettent des résolutions prises, l'RDC ne peut que regarder pour voir son exécution. Mais à cas où le M23, le Rwanda, ne veut pas exécuter ces résolutions prises par les organismes régionaux, voilà pourquoi nous faisons tout appel à la communauté internationale pour que ces dernières interviennent, parce que nous n'allons pas être dans le piège de la communauté internationale. Mais jusqu'où on va continuer à compter sur la communauté internationale, sachant que celle-ci fait la sourde oreille face à l'agression rwandaise vis-à-vis du Congo. Le président Macron, qui est aussi un pion majeur au Conseil de sécurité, qui a aussi intervenu pour que la levée d'embargo soit effective chez nous, a promis que si l'agression continuera, les Rwanda et le M23 vont recevoir des sanctions historiques. Donc nous croyons que les sanctions qui pourront peut-être venir, ça sera pour le bénéfice du peuple congolais. Donc donnons encore le temps ou la chance à ce processus diplomatique. Je pense que nous allons trouver la solution. Mais sur le terrain, la situation ne fait que s'empirer. C'est des cas de morts qui sont comptabilisés du jour au lendemain. Exactement. Jusqu'à quand on va continuer à faire confiance ou à entendre que la communauté internationale puisse intervenir? Pourtant, Macron nous a remis sur nos responsabilités. Il nous a demandé qu'avons-nous fait de notre souveraineté sécuritaire, politique, administrative de 1994 à ce jour. Est-ce que ces discours n'étaient-ils pas interpellateurs? Question de nous remettre en cause et nous dire, bon, voilà, on doit rectifier les tirs et penser autrement, plutôt que de nous focaliser sur la communauté internationale, qui continue de faire, je répète encore, la sourde oreille face à la situation qui se passe ici. Ok, c'est un discours interpellatif, parce que depuis 1984, donc 20 ans après, le chef de l'État n'était pas... 94, pardon. Le chef de l'État n'était pas encore au pouvoir. C'est pour dire que le président Macron a regretté du fait que certains présidents congolais, je prends ici Kabila et son vieux, qui n'étaient pas en mesure de sécuriser nos frontières. Mais aujourd'hui, avec cet esprit, cette détermination, engagement et diplomatie du chef de l'État, nos frontières ne seront pas comme auparavant. Voilà pourquoi même le président Macron... Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui envahis. Mais je vous dis... Il y a nos localités qui sont conquises et contrôlées par les rebelles. Je vous dis, aucun président de la République de la démocratie du Congo a déjà cité nommément Rwanda. Et que le président français reconnaît aujourd'hui que
en d'autres termes, que c'est le Rwanda qui finance M23. Alors que l'Union européenne a un moment financé les régimes Kagame, il faudra un moment reconnaître que le régime a fait un grand travail pour dénoncer d'abord et pour que le processus de la diplomatie aboutisse à un résultat. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a commencé à dénoncer que c'était le Rwanda qui était l'agresseur du Congo? Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Non, lorsque le président français arrive sur notre sol pour parler de cette situation, pour reconnaître que non, Rwanda doit respecter les cahiers des charges, les résolutions. Non, il a demandé aux rebelles. Aux rebelles, pardon. Non, mais il a aussi évoqué cette situation. Il dit, si les résolutions qui ont été prises, Nairobi, Angola, ne sont pas respectées, nous allons faire appel. En fait, on va soumettre M. Kagame de respecter ces résolutions. Non, je n'ai pas entendu le président français. Il a dit ça. Paul Kagame. Non. Il a cité ça. Il a dit, si... Bon, en fait, en d'autres termes, il disait, les résolutions prises, Nairobi, Angola, doivent être respectées par les États. Donc c'est pour dire, dans d'autres termes, des termes très clairs, c'est-à-dire que les résolutions de cesser les faits du M23 doivent être exécutées par M. Kagame. Comment ça? Mais c'est ça, c'est clair. Il a reconnu. Il a promis même des sanctions contre le régime Kagame si ces résolutions-là ne sont pas exécutées. Donc moi je crois que le lobbying diplomatique du chef de l'État, aujourd'hui, a commencé à payer parce que le président français reconnaît aujourd'hui que cette agression est d'une manière injuste, reconnaît que la RDC est victime de ses propres richesses. Il a même reconnu le fait que nous devons faire des partenariats gagnant-gagnant parce qu'on ne peut pas permettre à un État qui est trop riche de ne pas bénéficier de ses propres richesses. Donc c'est une reconnaissance diplomatique où vous devez mettre dans l'actif du chef de l'État. L'EAC a dépêché ses troupes sur terrain, mais pour plusieurs acteurs politiques, ces troupes ne font pratiquement absolument rien sur terrain. C'est le cas de Lambert Mende, qui est d'ailleurs de l'Union sacrée comme vous, qui a estimé que ces troupes sur terrain ne faisaient rien. Et il est allé même plus loin jusqu'à nous révéler que le Rwanda ou Paul Kagame était en train de préparer un référendum, question de décider sur l'annexion des territoires conquises par M23 au Rwanda. Est-ce que Kinshasa a pris au sérieux cette déclaration ou cette révélation de Mende? Moi, je pense que je veux faire foi aux déclarations du chef de l'État. C'est-à-dire qu'aucune partie de notre terre ou territoire ne sera cédée. Je renforce cette déclaration par l'intervention du président Macron, qui a dit ni balkanisation et autres. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la RDC ne peut pas accepter qu'une partie de sa terre soit cédée au profit du peuple rwandais. Donc, il faut aussi épingler, fixer quelque chose. Nous sommes entrés au niveau de la liste des communautés africaines. C'était pas dans essentiellement si la défense, mais nous étions entrés dans cet organisme aussi pour les relations économiques entre États membres. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes retrouvés dans un cas plus particulier où la RDC est agressée et que cette communauté d'État d'Afrique de l'Est intervienne par les militaires kenyans. Moi, je pense que nous n'allons pas tolérer une seule partie de notre terre soit cédée au Rwanda. J'ai toujours dit que M. Kagame a des enfants. J'ai fini toujours ma phrase comme ça. Que le sang des Congolais ne partira pas comme ça. Il en payera tôt ou tard. Même si il n'est plus en vie, ses enfants paieront tôt ou tard. Parce que le sang des Congolais criera un jour. Ce n'est qu'une déclaration. Ça, quand j'aborde la question sécuritaire de la partie Est, j'ai toujours conclu par cette phrase. Même Kagame, s'il ne paye pas les sang des Congolais, sa femme ne paye pas les sangs des Congolais, même ses enfants ou arrière-enfants paieront les sangs des Congolais. Parce que nous sommes victimes d'une agression injuste et que les gens qui devaient intervenir pour mettre fin à cette agression ne veulent pas intervenir. Ils sont dans un silence radio et nous n'allons pas, nous les Congolais, laisser nos frères mourir comme ça. Un jour, les Salas crieront contre Kagame. Dans cette question toujours de la sécurité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui est en séjour, je crois, au Nord Kivu, a organisé une conférence de presse hier lundi. Et dans cette conférence de presse, il a déclaré clairement que la milice Wazalendo, je crois que c'est ça, le nom de la milice, va combattre aux côtés des FARDC. Selon lui, le gouvernement ne considère plus ces gens comme
des rebelles, mais aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent c'est des gens qui peuvent porter leurs armes sans problème. Est-ce que Moïse Nzangi a-t-il parlé pour son compte personnel ou vous estimez que c'est une décision qui a été débattue en Conseil des ministres? Parce que c'est quand même grave qu'un membre du gouvernement puisse dire qu'une milice va combattre aux côtés de l'armée régulière. C'est qu'il faut prendre cette intervention sous deux angles. Le premier angle, c'est que le ministre a intervenu en qualité de membre du gouvernement ou en qualité d'un politique. Non, mais il a engagé le gouvernement dans sa déclaration. Il a réussi le mandat d'aborder cette question à la place publique ou il a agi comme président d'un parti politique? Donc moi, il faut faire analyse à ce niveau-là. Mais rien n'est... Il y a un processus de réinsertion de tout le groupe locaux. Je pense que si ces mouvements militaires... Ils seront réinsérés où? Si. Dans l'armée? Non, mais il y a aussi des fils congolais qui sont frustrés où ils devaient passer par la réinsertion. On a mis un cadre pour que ces groupes rebelles locaux soient identifiés d'abord, pour qu'on voie comment, dans quelle mesure est possible, ils peuvent être réinsérés. Mais au niveau de la Chambre basse du Parlement, on a voté une loi qui n'autorise plus les mixages, les brassages au sein des... Moi d'ailleurs, je salue. De l'armée. Je salue cette résolution de l'Assemblée nationale où l'Assemblée refuse de faire les mixages et les brassages. Mais on attend aussi, dans le processus de Nairobi, qui est en train de passer à une sorte d'identification de groupes locaux. Et au finish, le comité pilotage de ces processus-là va nous mettre la décision à la place publique. Je pense que là, on va intervenir. Mais pour finir l'intervention du ministre Moïse Nzangi, moi je pense que s'il a eu le cutus au Conseil des ministres pour qu'il intervienne dans ce sens-là... Non, mais il y a un porte-parole du gouvernement. Mais je ne crois pas qu'il a eu ce cutus. Peut-être qu'il a intervenu en tant qu'un politique. Mais c'est quand même pour grave. émettre un point de vue à la place publique. C'est assez grave. Et ce point de vue-là n'est pas la parole d'évangile où tout le monde peut critiquer. Non, mais comment voir. Mais il est aussi inadmissible voir une milice être derrière les groupes réguliers, l'armée régulière de la RDC pour aller pour attaquer les rebelles. Donc c'est paradoxal. C'est paradoxal et puis je ne crois pas que le gouvernement peut accepter cette association de milices et puis armée régulière. Vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la déclaration de Moïse Nzangi vient renforcer la position du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, qui avait déclaré en son temps que les députés du Nord Kivu étaient derrière les différentes milices dans la province du Nord Kivu. On a vu un député national dans sa parcelle, si je m'abuse. On a mis beaucoup d'armes à l'intérieur. C'est dans quel esprit? Je voudrais même embrasser les propos du président Boss, qui a dit à tous les députés que non, vous devez quitter le groupe rebelle. Il y a une preuve tangible, même patente, qui atteste que non, il y a quelques fils du pays qui manigancent la rébellion du côté Est. Un député national en fonction qui a les armes chez lui pour faire quoi? C'est-à-dire que on doit être tous solidaires autour du chef de l'État pour que cette agression injuste finisse. Si nous sommes en train de disperser et que certains fils du pays ont les armes chez eux à la maison pour tuer le fils congolais, je pense que nous n'aurons pas bien progressé dans notre pays. Le silence du gouvernement après la sortie médiatique de Moïse Nzangi, vous pensez que c'est synonyme de son accord face à cette déclaration, ou vous estimez que le gouvernement est en train de réfléchir encore en interne, question de rectifier les tirs? Voilà, pour moi, j'ai toujours qualifié. Si le ministre a agi en qualité de ministre ayant reçu mandat au conseil des ministres pour dire ce qu'il a dit, qui devait nous prouver s'il a reçu mandat. Ce n'est même pas une question qui concerne son domaine. Lui, il est dans l'enseignement supérieur et universitaire. Est-ce qu'il a intervenu comme un politicien pour mettre un sujet à la place publique afin qu'on puisse en débattre? Et si c'était une vraie information reçue par le gouvernement, ça devait passer par la voie des porte-parole du gouvernement. On va terminer l'émission. Cette information n'a pas été relayée par les porte-parole du gouvernement.
On sous-entend que c'est une information officieuse. Bon, les conseils des ministres c'est pour ce vendredi. Attendons peut-être qu'on aura peut-être ça pourra avoir un autre son de cloche de la part du gouvernement. On va parler du processus électoral. Est-ce qu'à ce jour, êtes-vous satisfait de la manière dont les opérations d'enrôlement des électeurs s'est déroulées d'abord à Kinshasa et puis sur l'ensemble du pays? Merci beaucoup. Bon, j'aime toujours, lorsqu'on aborde la question liée au processus électoral, de préciser. Si j'interviens sur cette question, pas comme porte-parole de la CENI. Ici, j'analyse comme politique. Exact. Donc, je comprends que la CENI, quand il a lancé les opérations d'identification et enrôlement pour la partie ouest, non? Je pense ouest, cette première phase a été bien faite. Et que la CENI a même donné, il a même prorogé des 25 jours, des opérations pour permettre à ce que tous les électeurs puissent être identifiés et puis enrôlés. Malgré du fait qu'il y a eu quelques couacs liés dans les différents centres d'enrôlement où les gens voulaient monnayer les différentes cartes d'électeurs, heureusement la CENI avec ses services à l'époque avait mis la main sur ces récalcitrants. Mais moi je pense que nous devons saluer le travail de la CENI. Nous devons encourager la deuxième phase d'enrôlement et d'information des électeurs. Mais, je crois toujours à nos amis de la partie Est, où certains coins ne sont pas accessibles pour la CENI. Mais nous osons croire qu'avec les stratégies de mardi du chef de l'État, tout le monde sera enrôlé pour que nous puissions aller aux élections. Très bien. Alors, des voix s'élèvent aujourd'hui pour fustiger ou dénoncer déjà la fraude électorale en gestation. Vous avez suivi Adolphe Muzito, Kinké Moulumba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Oui. Kinké Moulumba de l'Union Sacrée dénonce aussi la fraude électorale qui se prépare déjà. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que l'équipe de Nikadima ne rassure pas quant à la tenue des élections crédibles? Donc, on parle des pannes récurrentes des machines, on parle qu'est-ce qu'on reproche à la CENI, des cartes vierges qui se retrouvent entre les mains des particuliers, des gens. On a vu d'ailleurs récemment quelqu'un qui était en train d'enrôler des gens dans sa propre résidence. Alors, tous ces aspects ne rassurent pas. Qu'est-ce qu'on reproche à la CENI? Pour avoir des machines qui tombent en panne, pour avoir des cartes noires et blancs, moi je pense qu'à un moment nous devons être sérieux de ce que nous faisons. Aucune carte d'électeur au monde, j'ai dit au monde, est en couleur. C'est toujours noir et blanc. Lorsqu'on a commencé la première phase d'opération d'identification de l'électeur, c'est tout le monde qui partait scanner sa carte, mettait la figure d'un démon pour dire que non, on ne peut pas voir la carte d'électeur en couleur, en noir et blanc. Après enquête, les gens ont compris que non, même dans des pays développés, la carte est toujours noir et blanc. Le débit de machines, comme toute autre œuvre humaine, ne manque pas des imperfections. Les agents et cadres de la CENI se sont sacrifiés pour que ces machines-là ne tombent plus en panne. Non, mais là, on parle des effets de la CENI qui se retrouvent entre les mains des particuliers. Les gens qui ont pris les effets de la CENI pour commencer à faire l'enrôlement avec les individus ont été interpellés. Nous avons même vu une seule personne qui posséderait 5 cartes d'électeurs. Tous ces mondes-là ont été recherchés, quelques-uns ont été arrêtés et déférés devant le cours des tribunaux. Moi, je pense, si on veut reprocher à la CENI, comme une œuvre humaine, la CENI a déjà mis un cadre bien approprié où vous venez revendiquer. Mais aujourd'hui, critiquer seulement du fait qu'on a vu une personne publier 5 cartes d'électeurs, alors que ces personnes-là, dans le fichier normal, n'y mentionnent pas, ça allait vite à besoin. En tant que Congolais, moi, je donnerai chance à la CENI pour que la CENI avance bien, on fait que la CENI organise des élections transparentes et inclusives. Mais comment donner la chance? Ceux qui ne sont pas prêts pour aller aux élections, mais qui sont là tellement pour critiquer et proposer des formules qui risqueraient de nous amener encore dans un chaos, nous n'allons pas permettre ça. Mais pourquoi tout ce qui est fait au niveau de la CENI est applaudi des deux mains par vous, de l'Union Sacrée? On n'applaudit pas. Nous encourageons ce qui est fait bien. La CENI a commencé, tout est bien, tout est rose, il n'y a aucun problème. Quand la chose elle est bien faite, les mots pour le dire
vient comme ça. Et pourquoi c'est seulement ceux qui sont au pouvoir qui estiment que la CENI travaille bien? Non, c'est parce que les gens de l'opposition n'ont pas la bonne foi de comprendre que la CENI travaille bien. Comment ça? Je vous dis, ici la CENI lance la première phase ici à Kinshasa et d'autres provinces. Les opposants ont réclamé du fait que les gens ne se sont pas enrôlés massivement. La CENI a écouté cette revendication et la CENI nous a donné un délai de 25 jours pour que tout le monde soit enrôlé. C'est la CENI qui a donné par contre raison à l'opposition, oui, qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme pour dire que 30 jours étaient insuffisants pour enrôler. Non, mais je sais pas, les gens ne peuvent pas aller en précipitation. La CENI travaille avec des techniciens. À un moment, on risque d'être gnosologue, de connaître de tout. La CENI sait quand j'enrôle une phase et que le seuil que j'attends pour le nombre d'enrôlés n'a pas été atteint, la CENI projette toujours pour atteindre cet seuil-là. Donc, moi je pense que ces seuils-là, moi je pense que les gens de l'opposition devraient entrer en course pour aller aux élections. C'est livré aujourd'hui dans les critiques pour que le bureau de la CENI soit changé, pour que les confessions religieuses votent encore notre président, c'est nous reculer encore une année en arrière. Or, cette opposition veut les élections, d'une part, veut également le changement du bureau de Kadima. Donc, si on veut aller aux élections, on doit donner confiance à la CENI, qui jusqu'à présent est très très impartiale pour toutes les parties. Je pense que nous allons aller dans une élection très très transparente. Très bien, on va terminer l'émission par cette question. Denis Kadima a fait une déclaration ou une sortie médiatique sur Télé 50 dans laquelle il a dit ceci. Depuis le mois d'octobre 2022, la CENI n'a plus reçu ni les frais de fonctionnement, ni les fonds destinés à financer les opérations qui sont menées par elle. Est-ce qu'on doit conclure que c'est déjà un chemin qui planifie le glissement? Moi, je pense que la CENI, c'est un organe indépendant qui dépend du gouvernement. Parce que dans d'autres pays, c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections avec l'autre équipe. Moi, je pense que la CENI, quand il y a des revendications liées au financement, aux frais de fonctionnement, elle ne peut que demander au gouvernement qui est censé financer les élections. Est-ce que le gouvernement n'est pas au courant que la CENI n'a plus reçu ses fonds depuis octobre? Moi, j'ai suivi le ministre des Finances, Nicolas Kazan, qui nous a donné une feuille d'ordonnancement pour la CENI. Je pense que jusqu'à présent, si la CENI revendique qu'elle n'a pas reçu le frais de fonctionnement, je vais demander au gouvernement congolais de mettre les moyens pour que la CENI soit servie. Il faut exercer la pression sur les réseaux sociaux. C'est le seul langage que les ministres écoutent. Très bien. Maître Gauthier, grand merci à vous de votre disponibilité. On a terminé cette émission. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non, je voudrais seulement profiter de votre micro parce que demain, le 8 mars 2023, c'est une journée dédiée à la femme congolaise. Notre très cher et beau parti Alliance des Congolais progressistes, par la structure spécialisée Ligue de femmes, qui est dirigée par Madame Ketia Olang et Madame Pepito Gilal, organise un grand événement au niveau de l'IMICA avec la présidente de Ligue provinciale, Madame Antoinette Lokamba, demain 8 mars 2023 à 9h. J'appelle toutes les ACPiennes et ACPiens aussi de venir accompagner la Ligue des femmes de l'Alliance des Congolais progressistes. Après cette émission, je vais vous conduire à la direction commerciale pour vous acquitter de votre facture pour cette publicité. Cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes.